Bienvenue dans ce nouveau numéro de PAF en collaboration avec l'Université des maires qui, vous le savez, a lieu cette semaine. Et nous allons aborder un sujet tout à fait passionnant, celui des nouvelles démocraties locales. Vous savez qu'il y a beaucoup de phénomènes qui sont censés répondre à la crise de la démocratie. On voit beaucoup de commissions au plan national, commissions sur le climat par exemple. Mais cette démocratie, cette nouvelle forme de démocratie, cette démocratie participative, cette démocratie directe, on verra comment il faut la nommer, elle fonctionne sans doute beaucoup mieux au niveau local. Et nous allons en parler aujourd'hui avec mes invités. Camille Moriot, bonjour. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférence à Sciences Po Saint-Germain et vous êtes l'auteur d'un livre formidable sur ce sujet qui est le guide pratique de la démocratie participative locale. C'est chez Berger-Levrault. Luc Vatel, bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire de Bougival, vous êtes le vice-président de Versailles Grand Parc. Et dans votre ville, à Bougival, vous avez depuis 2014, depuis votre élection en 2014, monté beaucoup d'expériences de démocratie participative. On va évidemment en parler. Stéphane Béquin, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur et le président de la plateforme Voûteur, de cette plateforme. Co-fondateur et président. Hein, et c'est une plateforme qui, évidemment, est très utilisée pour ses expériences, ses expérimentations et cette vie de la démocratie locale, de la démocratie participative locale. Et Fabrizio Livini, bonjour. Vous êtes sociologue, vous êtes enseignant à Sciences Po Saint-Germain et vous êtes spécialiste de ce qu'on appelle, on va définir les termes peu à peu, mais ce qu'on appelle les civic tech. Alors, on va peut-être, pour commencer, essayer de définir, de savoir exactement de quoi on parle. Alors, c'est vrai qu'il y a des expressions très, très différentes. On parle de démocratie directe, de démocratie semi-directe, de démocratie délibérative, de démocratie participative. Camille Moriot, est-ce qu'il faut distinguer entre ces termes ou est-ce qu'ils nous disent à peu près les mêmes formes de démocratie ? Alors, ça fait déjà beaucoup de choses à définir. Pour corser le tout, je pense qu'il faut aussi rappeler le concept de démocratie représentative. Qui Absolument, est un régime, oui. Commençons par là, vous avez raison. Voilà, c'est un régime où les décisions publiques sont prises par les élus. En fait, démocratie directe, semi-directe, délibérative et participative, ça se raccroche plus ou moins à une idée commune qui est celle selon laquelle les citoyens doivent pouvoir intervenir dans la prise de décision publique en dehors des élections. Ensuite, il y a des variations entre les différents concepts. La démocratie directe, la démocratie semi-directe et la démocratie participative, ça met plutôt en avant la force que la participation citoyenne peut avoir dans la prise de décision publique. Donc typiquement, la démocratie directe, c'est quand les citoyens vont prendre directement les décisions sans passer par les élus. La démocratie semi-directe, c'est une démocratie représentative classique avec des élus, mais dans laquelle on va injecter quelques outils de démocratie directe. C'est un peu ce qu'on a en France au niveau national avec les élections et le référendum. Et puis vous avez la démocratie participative qui recouvre tous les dispositifs qui permettent de demander leur avis aux citoyens sans que ça n'engage les élus. Par exemple, il y a les conseils de quartier, les consultations locales, etc. Mais la démocratie participative, elle peut aussi s'entendre au sens large de tout ce qui permet globalement aux citoyens d'intervenir dans la décision publique en dehors des élections. Donc, avec ce sens un peu plus extensif, on voit que ça recouvre un peu les autres concepts qu'on vient d'évoquer. En dernier, il y a le concept de démocratie délibérative qui est un peu à part, parce qu'il ne nous dit rien de la force que la participation citoyenne peut avoir. En fait, c'est un concept qui se focalise plutôt sur la manière dont on prend les décisions, puisque dans cette approche, une décision n'est bonne que si elle est issue d'un échange d'arguments, d'une discussion entre différentes personnes, qui peut d'ailleurs être une discussion avec des élus. Et dans toutes ces formes que vous venez de décrire, celle qui est la plus utilisée, notamment au niveau local, on pourrait dire que c'est la démocratie participative ? C'est plutôt celle-là, effectivement. On a plus d'outils qui consistent à demander la parole aux citoyens pour compléter, donner des éléments supplémentaires d'information aux élus qui vont, in fine, prendre la décision. Fabrizio Livini, est-ce que
on sait qu'il y a une crise de la démocratie. On l'a vu avec plusieurs événements. Il y a eu les Gilets jaunes. Enfin, on va pas revenir même sur tous les événements récents. Est-ce que justement ce recours à des nouvelles formes de démocratie, c'est une façon d'aider cette démocratie à redevenir ce qu'elle n'est peut-être plus, ou alors est-ce que c'est le constat de cette crise, d'une crise majeure de la démocratie? Oui, certainement. Il faut resituer toutes les expériences de démocratie directe, participative et délibérative des dernières années dans cette crise de la démocratie. Après, pour répondre à votre question directe, c'est-à-dire est-ce que ça modifie réellement la démocratie représentative, ça la corrige, ça l'intègre, ça la complémente, etc. Cela dépend des expériences, en fait, singulières. Et du coup, c'est un peu le chantier des chercheurs comme nous. Comme vous, oui. C'est-à-dire, ouais, exactement, d'aller voir un peu et de faire des études aussi comparatives entre des expériences locales et nationales où ces genres d'outils sont implémentés. Donc, et je pense que pour répondre à cette question, il faut avoir une approche en quelque sorte multidimensionnelle parce qu'il faut regarder à plusieurs niveaux. Bien sûr. À la fois la philosophie politique, en quelque sorte, des porteurs et aussi des usagers de ces plateformes, de ces outils, à la fois le design des plateformes elles-mêmes et aussi les infrastructures. Je donne un exemple pour chaque, si j'ai 30 secondes. Non, allez-y. Donc, la philosophie politique, par exemple, pour le mouvement 5 étoiles en Italie, qui est une de ces forces politiques qui utilise une plateforme qui s'appelle Rousseau, on parle plutôt de parlementarisme direct. Tandis que, par exemple, à Barcelone, où la maire Ada Colau a aussi une plateforme qui s'appelle Decidim, qui en catalan ça veut dire nous décidons, elle s'inscrit plutôt dans le municipalisme libertaire, c'est-à-dire un courant de l'anarchisme. Donc c'est pas du tout les mêmes philosophies politiques, ce qui amène effectivement à des implémentations très différentes. Pareil, cela se constate dans le design de la plateforme, dans lequel, par exemple, dans la plateforme Rousseau des 5 étoiles, la délibération est très limitée. Il y a un rapport assez vertical entre l'élu qui met en ligne le texte de la loi et les inscrits qui commentent en quelque sorte sans pouvoir se commenter entre eux et sans pouvoir agir avec l'élu. Par contre, à Barcelone, la délibération, le design de la plateforme permet une délibération beaucoup plus approfondie, les inscrits pouvant proposer des projets, proposer des modifications à ces projets, pouvant aussi proposer des commentaires aux modifications de ces projets. Donc, la capacité de délibération par design de la plateforme est plus grande. Et puis, dernier élément, les infrastructures. Un des grands problèmes de ces types d'expériences, c'est aussi à qui appartiennent les plateformes, donc les serveurs, pardon. Donc, si c'est Amazon ou plutôt la mairie, ça change beaucoup. On en parlera dans quelques instants avec Stéphane Becquin, mais Luc Vattel, ce qui m'intéresserait, vous êtes maire depuis 2014 de Bougival, et vous avez beaucoup utilisé les plateformes, la démocratie participative. À quoi correspondait ce souhait d'utiliser ce type de démocratie? D'abord, ça a commencé par un constat. Moi, je suis élu depuis 2001, j'étais adjoint aux finances. Pendant 2 mandats, on avait l'habitude d'organiser des réunions publiques. Avant les élections, ça se passait toujours très bien avec les habitants, on échangeait, on avait beaucoup de relations. Et puis après, il n'y avait plus rien. Les réunions publiques existaient, mais finalement, il n'y avait pas vraiment d'échange, ne venait qu'une certaine partie de la population. Et donc, du coup, très vite, quand j'ai été élu
en 2014, je me suis dit, il faut absolument qu'on arrive à créer un lien permanent avec nos habitants et de pouvoir échanger sur les projets, mais aussi écouter sur ce que les Bougies-Vallées avaient à nous dire. Et donc, à partir de là, j'ai cherché ce qui pouvait nous aider à mettre en place ce type de relation, et c'est une application donc, qui s'appelle Wouter, qui démarrait à l'époque, qui nous a permis déjà de démarrer cette nouvelle forme de relation avec la population, d'avoir des réponses ouvertes ou fermées aux questions qu'on pouvait poser, de cibler les questions sur les quartiers, de faire passer de l'information, d'avoir des retours sur des actions, mais tout en précisant bien que pour nous, il s'agit de démocratie participative, donc un outil d'échange et d'aide à la construction des projets, mais il n'a jamais été question, par exemple, d'outils de référendum local. Et je termine en disant que le pacte implicite qu'on a passé avec les Bougies-Vallées, c'est que, bien sûr, nous tenons compte de leur avis, il est rendu public et il est disponible pour tout utilisateur de l'application, mais bien sûr, la décision ultime reste au conseil municipal. Oui, c'est vous qui prenez in fine la décision. Voilà. Ça vous arrive d'ailleurs de prendre des décisions qui sont opposées aux souhaits finalement de la population que vous avez consultée? Non, en réalité, non. En réalité, ça ne nous est jamais arrivé. Ouais. Tant mieux. Mais c'est vrai que quel est l'accueil de la population? Parce que je me souviens que les premières expériences, c'était à Grenoble, c'était Monsieur Dubedou qui était maire et qui avait fait les premiers conseils de quartier. Et je me souviens on racontait qu'il coupait l'électricité dans les quartiers pour que les habitants viennent discuter. Donc bon. On a fait des progrès dans les années 60, 70, hein, on a fait des progrès depuis. Comment était l'accueil de la population? Est-ce qu'elle était surprise au départ? Oui. Non, tout à fait surprise au départ, mais je dirais positivement surprise, parce que nous avons démarré par des consultations sur des sujets assez simples. On en parlera après, mais oui, on va en parler après. Oui. On va en parler après. Sur des sujets est-ce que ça vous intéresse que l'on développe telle activité, par exemple. Et là, ils ont commencé à voter, à donner leur avis, et on a tenu compte de leur avis. Et à chaque fois, on tient compte de leur avis. Bien sûr, pas nécessairement en utilisant tout. Alors, on n'est pas à la barcelonaise où on va passer une délibération et modifier la délibération, faire des amendements, etc. Mais ça peut évidemment influencer le projet, sa forme, sa configuration. Et donc, c'est comme ça que c'est passé. Alors, Stéphane Becquin, parlez-nous un peu de Wouter. Fabrizio Livigny nous disait tout à l'heure, oui, c'est important à qui appartient la plateforme. Quand vous avez... Alors, Wouter, ça date... Racontez-nous de quand ça date et pourquoi vous l'avez fondé, au fond, ou cofondé, puisque vous êtes le cofondateur. Oui, alors... Je me permets de commenter parce qu'il y a eu des points précédemment qui ont été soulevés et je trouvais ça très intéressant. Bon, je valide tout ce qui a été dit, notamment par Camille et Fabrizio. Mais sur le point, est-ce que, en fait, ces outils qui apparaissent et qui sont, pour moi, tous singuliers, qui ont des différences suivant de par leur design, en fait, qu'est-ce que ça nous dit en fait peut-être du moment qu'on est en train de vivre d'un point de vue réflexion collective? Pour moi, alors là c'est le citoyen et aussi l'acteur, on va dire des civic tech qui parle. On est un symptôme d'un besoin d'un nouveau rapport peut-être à la décision collective ou à la décision publique. Voilà. Je vais juste faire cette petite parenthèse.
Et alors, Wouter, ensuite, Wouter, c'est né en 2014. Donc, comme je disais, on est deux à avoir fait, pareil, un constat. Comment l'expliquer simplement? Parce que j'ai pas la même vision maintenant que je l'avais en 2014. Mais quand vous l'avez fondé, c'était pour quelle raison? Voilà. Alors, quand je l'ai fondé en tant que citoyen, il m'apparaissait assez évident qu'on devrait déjà avoir ce type d'outils pour être partie prenante, on va dire, dans le processus de décision. Voilà. Donc ça, c'était notre point de départ. Et à partir de là, on s'est dit quel type d'outils, comment, quel angle aussi, puisque pour rebondir sur ce que disait Fabrizio, en fait, il existe un très large panel de solutions et toutes font pas les mêmes choses. Et le design va avoir un impact sur ce qu'on peut faire ou ce qu'on peut pas faire. Notamment, nous, on n'est pas juste une plateforme. Nous, notre vocation, c'est de faire participer un maximum de gens sur de l'idéation, sur de la concertation, sur de la votation, si besoin. Et donc, on est sur smartphone et en version web. Du coup, il y a des complexités d'interaction qu'on ne peut pas faire de facto. Donc, on a choisi, on va dire, un processus qui permet d'embarquer énormément de gens qui sont plutôt loin, on va dire en typologie habituellement des processus participatifs, qui là vont pouvoir, parce que c'est simple, parce qu'il y a une... Voilà, aujourd'hui, le temps passé sur smartphone est en train d'augmenter significativement. Donc, forcément, quand on veut faire participer tout le monde, qu'on va avoir une réponse, l'outil va avoir une réponse sur une plateforme, mais aussi sur mobile, qu'on veut simplifier, qu'il n'y ait pas trop de freins à la participation, donc que ce ne soit pas en gros une usine à gaz, forcément, on va devoir faire des choix de design pour que ce soit le plus inclusif possible. Voilà. Et du coup, j'ai oublié votre question. Non, c'était les raisons pour lesquelles vous aviez fondé Wouter, et vous les avez bien expliquées. Et justement, la problématique est peut-être, Fabrizio Livigni là-dessus, c'est intéressant. C'est vrai que il y a le recours à ces plateformes, le recours à ces nouvelles technologies. Est-ce qu'il n'y a pas un risque dans ces nouvelles formes de démocratie d'accroître la fracture numérique, c'est-à-dire que est-ce qu'on sait d'ailleurs, est-ce que ce sont plutôt des jeunes qui participent à ce genre de consultation que des personnes âgées, ou est-ce que c'est assez bien réparti? Pas forcément en fait. Ah, pardon. Allez-y. Allez-y, puis Stéphane après. Pas forcément, ça dépend. Par exemple, il y a des études qui ont montré que Liquid Feedback, l'une des premières de ces plateformes qui avait été fondée par les partis pirates européens, en fait, des études ont montré qu'en Italie, par exemple, au début, la population qui participait le plus, c'était plutôt des hommes blancs, effectivement, bac plus, et plutôt entre 30 et 40 ans. Donc, c'est pas forcément la population la plus jeune, mais encore une fois, ça dépend des contextes locaux. Et ensuite, bien sûr, vous dites très, très bien, par rapport à la fracture numérique, disons que les civic tech, bon, c'est un terme que j'emploie pas vraiment, mais on peut y revenir si vous voulez. Définissez-nous d'ailleurs ce que c'est les civic tech, puisque voilà, c'est un mot que je pense que beaucoup de gens ne connaissent pas, donc essayons de donner une définition. Oui, donc en fait, civic tech ou technologie civique, en fait, c'est un terme qui a deux problèmes. D'une part, on ne sait pas exactement ce que ça veut dire, parce que parfois, ça veut dire les technologies elles-mêmes, parfois les porteurs de ces technologies. Et puis ensuite, c'est un terme qui a été beaucoup réapproprié par des expériences marchandes, en fait. Et donc, il a eu, comment dire, il a été
très utilisé ces dernières années, mais une collègue qui fait sa thèse sur les civic tech et qui ne l'a pas encore terminée m'a dit qu'effectivement les acteurs, surtout non marchands, tendent à l'utiliser de moins en moins. Moi, personnellement, dans mes travaux, j'utilise plateforme numérique de participation, ou voilà, c'est des termes plus neutres qui évitent de prendre, voilà. En plus, c'est français. Donc. Oui. Après, on peut traduire technologie civique, mais le problème reste. Qu'est-ce que je disais tout à l'heure? On parlait du risque de fracture numérique, quoi. Ouais. En fait, on l'observe. Ce que j'allais dire, c'est que les civic tech souffrent, s'inscrivent dans la même société dans laquelle s'inscrivent les algorithmes de la Silicon Valley. Voilà. Donc, c'est pas que comment dire, quand on est acteur et surtout quand on est chercheur, il faut pas tomber dans ce qu'on appelle, c'est un grand mot, mais je vais l'expliquer, le déterminisme technologique, c'est-à-dire l'idée un peu naïve de penser que une technologie suffit à elle-même pour changer toute la société. C'est pas comme ça que ça marche. Il y a des intérêts complexes entre la technique et la société, et donc aussi des influences réciproques. Et l'on observe pour les civic tech comme pour les algorithmes marchands, Twitter, les GAFAM en général, on observe en fait parfois une reproduction des inégalités déjà existantes en quelque sorte dans la société. Et j'ai envie de dire que pour pallier à ces inégalités, il faudrait des réformes politiques qui vont bien au-delà de la réforme purement institutionnelle ou purement technique. Donc voilà, et je peux ajouter que certains de ces acteurs, par exemple à Barcelone, essayent de effectivement pallier un peu à cette fracture numérique, facilitant l'accès à des ordinateurs publics, à Internet public partout dans la ville, pour essayer d'inclure les populations aussi les plus défavorisées. Stéphane Becca, je vais vous interroger, mais Luc Vatel, c'est une des questions que forcément vous vous êtes posées. Qui participe à ces consultations? Bien sûr, et justement, nous avons beaucoup évolué au cours de ces 5-6 années. Nous sommes maintenant à 720 personnes. Donc, grosso modo, on a 9000 habitants. Si on exclut les moins de 18 ans, les plus de 70 ans, traditionnellement peu enclins à utiliser ces outils, ça représente à peu près 15 à 20% de la population cible. Ouais, c'est pas rien. Ça, c'est déjà un élément intéressant de réponse. Et quand on regarde la structure de ces 720 personnes, nous avons attendez, je vais même vous dire précisément les chiffres que ça représente. Les 25-30 ans, ça représente 6% de ces 720 membres. Les 35-45 ans, 19%. Les 45-55, 21%. Les 55-65, 12%. Alors, vous voyez, on voit bien, c'est intéressant ça. C'est très intéressant parce que justement, on a une répartition après les 65-75, 9% et les plus de 75 ans, 4%. Mais on a une répartition qui est quand même assez intéressante parce qu'on va finalement toucher majoritairement ceux qui n'avaient pas l'habitude, de pouvoir contacter pendant tout un mandat. Ceux qui venaient pas aux réunions publiques, ceux qui étaient relativement absents des grands événements locaux. Et du coup, avec cette répartition, donc sachant qu'au début on avait peut-être une population un peu plus concentrée, comme disait Fabricio, sur les bac plus 30-40, etc. Maintenant, on voit bien qu'on a une population, une assise qui est plus large et qui est plus intéressante. Stéphane Becquin, justement, vous vouliez dire un mot justement sur le risque de cette fracture
dû à l'utilisation de nouvelles technologies. Ouais, je vais compléter parce qu'il y a souvent un discours qu'on entend parmi, on va dire, les acteurs donc des technologies civiques. Hein. Pareil, hein, les étiquettes, c'est toujours réducteur, mais bon. Nous, chez Wouter, on pense qu'en fait, un outil, évidemment, seul ne sert pas à grand-chose. Un outil, il est au service d'une politique, il est au service d'une démarche, et il s'inscrit dans une complémentarité. C'est ce qu'on... là, on prenait un exemple à Barcelone, mais dans chaque collectivité avec laquelle on fonctionne, il va toujours y avoir des points où un personnel, que ce soit à l'accueil d'une mairie ou à la bibliothèque municipale, n'importe qui va pouvoir venir se faire former s'il n'est pas équipé, par exemple, ou s'il veut participer. Voilà, donc il va y avoir une multitude de points d'entrée. Et évidemment, ça ne remplace pas d'autres processus que sont la réunion publique. Ça va venir en complément, en fait. Voilà. Donc c'est la multitude des démarches qui va faire aboutir sur quelque chose de plus participatif, de plus riche, en fait. Voilà. Camille Muriot, alors je vais vous poser deux questions, une un peu historique et l'autre plus juridique. L'apparition justement de cette nouvelle forme de démocratie participative locale, est-ce qu'elle découle, alors ça c'est la question un peu historique, des lois de la décentralisation? Est-ce qu'elles sont liées aux lois de la décentralisation? Alors c'est vrai que les textes sur la démocratie participative se sont plutôt multipliés après l'intervention de la décentralisation en 1982. Et puis la décentralisation repose sur l'idée politique selon laquelle les territoires et donc les populations sont les plus légitimes à prendre les décisions qui les concernent. Donc on pourrait dire que a priori, dans l'abstrait, la décentralisation est plutôt favorable à la démocratie participative. Mais ce que l'on observe, c'est que en droit, le cadre juridique laisse clairement la main aux élus en matière de prise de décision publique au niveau local. Et d'ailleurs, notre Constitution, qui est le texte juridique le plus fort de notre ordre juridique, dit bien que les collectivités territoriales s'administrent librement par des conseils élus. Et encore plus loin dans le raisonnement, certains mobilisent même ce principe de libre administration des collectivités pour s'opposer à toute norme juridique qui imposerait de donner la parole aux habitants. Donc c'est une certaine interprétation de la décentralisation. Au fond, oui, c'est ça. Pardon, excusez-moi. Je vous en prie. Non, J'allais dire qu'au contraire, il y a une série d'entités locales qui n'ont pas attendu ni la décentralisation, ni le droit d'ailleurs, pour faire de la démocratie participative. Et encore aujourd'hui, il y a de nombreuses initiatives qui se tiennent en dehors du cadre juridique, souvent justement parce que ce cadre juridique est trop restrictif. Et puis, il ne faut pas oublier qu'à côté du droit de la décentralisation, il y a le droit de l'environnement et le droit de l'urbanisme qui ont apporté beaucoup en matière de démocratie participative, avec les débats publics, les concertations préalables et ainsi de suite. Donc, je dirais qu'il y a un espèce de lien d'opportunité qui existe théoriquement entre décentralisation et démocratie participative, mais que la décentralisation n'entraîne pas nécessairement la démocratie participative. Et alors, je reviens à ce que vous disiez. Au fond, le grand principe qui domine toutes ces formes de démocratie, c'est quand même un principe de liberté. Tant qu'on n'attend pas au fond aux principes fondamentaux de la Constitution, on a le droit d'utiliser toutes les techniques démocratiques qu'on souhaite. Alors, oui et non. Oui et non. Alors, en fait, il y a une grande autonomie pour mettre en place des dispositifs qui restent consultatifs, c'est-à-dire des dispositifs qui ne vont pas engager juridiquement les élus. Donc, je pense à la consultation locale, qu'on peut aussi appeler référendum consultatif. Mais je dirais qu'il y a deux grandes limites sur les dispositifs qu'on peut mettre en place. D'abord, il y a le respect des droits fondamentaux. Typiquement, on ne peut pas discriminer une catégorie de population en mettant en place un dispositif participatif, bien sûr. Et puis, il y a l'idée que les autorités administratives, donc notamment les collectivités territoriales, communes, départements, régions, etc., n'ont pas le droit de se défaire de leur pouvoir de décision. C'est un principe général du droit administratif, c'est-à-dire que vous n'avez pas le droit en tant que collectivité de mettre en place un outil dans lequel les citoyens prendraient directement
la décision. Il faut qu'il y ait un texte qui vous y autorise et ces textes-là sont quasiment inexistants. Très bien. Pardon, non, excuse-moi. C'était ça. Non, c'est Non, c'était pour fixer, en effet, oui, ce cadre, c'est important de savoir. Est-ce que d'ailleurs alors on retrouve dans votre livre, hein, évidemment, les cadres juridiques de ces différentes formes de démocratie, mais est-ce qu'on assistait à des expériences comme ça qui ont été... est-ce qu'il y a eu du contentieux, par exemple, sur des expériences de démocratie participative ? Oui, il y en a eu plusieurs. On peut en citer un récent qui est à la ville de Grenoble, qui a essayé de mettre en place ce qui s'est appelé un droit d'interpellation des élus par les citoyens, ou un droit d'interpellation citoyenne. L'idée était de permettre à 2000 habitants de 16 ans et plus de saisir le conseil municipal d'une question. La question devait être discutée en conseil municipal qui devait se prononcer et soit le conseil municipal adoptait la proposition, soit il s'y opposait et dans ce cas-là, on organisait une votation citoyenne à laquelle pouvaient participer tous les habitants à partir de 16 ans également. Et si vous atteignez un certain nombre de votes positifs, eh bien, la mairie s'engageait à suivre la décision, même si elle n'était pas conforme au projet politique porté par la majorité municipale. Et ce dispositif-là d'interpellation citoyenne a été annulé en justice devant le juge administratif. Oui, ça ne correspond pas au principe de l'exercice de la démocratie dans la République, c'est ça, au fond, hein. C'est ça. On va dire ça comme ça. Il y avait plusieurs choses qui posaient problème, notamment ce fameux principe selon lequel on n'a pas le droit de se défaire son pouvoir de décision quand on est une autorité publique. C'est ça. Et même de la révocation des élus, enfin, etc. Alors, on va essayer maintenant de voir quelles sont les formes de cette nouvelle démocratie locale, et justement avec les expériences qui ont été menées, notamment à Bougival. Alors, Luc Vatel, justement, allons concrètement, parce que j'ai vu que dans les consultations que vous meniez, il y a évidemment des choses très concrètes, mais ça va presque jusqu'aux dépenses publiques. Est-ce que ça a été un cheminement un peu long comme ça, que vous avez commencé par des choses très concrètes, ou très pratiques, ou très quotidiennes, et vous êtes allé plus loin, comment ça s'est passé, et quels sont les grands domaines, au fond, dans lesquels vous consultez la population? Alors déjà, il faut bien cadrer de quoi on parle, parce que le budget municipal... Le budget, c'est vous, hein. C'est nous, d'abord, et il répond à des compétences obligatoires que nous devons exercer, que nous devons mettre en place, et des compétences facultatives. Je dirais qu'à peu près 60% de notre budget s'applique aux compétences obligatoires, et ce qui est obligatoire, donc on ne va pas mettre cela au vote ni à la décision citoyenne. Et sur les 40%, que reste-t-il? Il reste des compétences facultatives sur lesquelles chacun peut se prononcer. Mais en réalité, c'est pas tout à fait vrai, puisque dans ces compétences facultatives, vous avez par exemple la cantine. La cantine scolaire n'est pas une obligation, mais dans nos usages, c'est quand même une obligation. Alors on va pouvoir par exemple faire une consultation sur est-ce que on va proposer à nos enfants des menus bio à 50%, 75% ou 100%, mais ça demandera ça aura un coût supplémentaire qu'il faut partager ou pas partager. Donc là, on peut effectivement rentrer dans quelque chose qui va impliquer une catégorie de population et qui va nous aider à prendre la décision de faire ou de ne pas faire. Encore une fois, c'est un outil d'aide à la décision. On est dans la démocratie participative. Vous avez dans ces compétences facultatives, vous avez par exemple la création de berceaux, de crèches. On va dire que ce n'est pas obligatoire, mais en même temps, par rapport à la structure de la population, par rapport à ce que les attentes en matière de garde d'enfants,
eh bien, on peut avoir le souhait, le désir de consulter la population pour savoir si il est nécessaire de créer de nouveaux berceaux en crèche municipale. Après, c'est toujours difficile puisque quand vous créez des nouveaux berceaux, c'est un investissement sur du long terme pris par des personnes qui, à un instant T, vont avoir un besoin particulier. Donc, nous avons nous avons besoin de prendre des décisions sur la base d'avis qui sont donnés par les habitants, mais on doit les remettre à l'aune des perspectives budgétaires sur une certaine période, des évolutions de population telles qu'on peut les anticiper. Donc, nous avons, besoin de prévoir, et pour prévoir, il faut à un moment donné bien marquer les choses. Donc ce cadre est important de bien le définir parce que on ne peut pas mettre à la décision ou au vote citoyen tout ce qui concerne le budget de la ville. Après, nous avons utilisé cette plateforme pour interroger la population sur des sujets extrêmement variés. Par exemple, nous avons un magazine municipal. Nous avons demandé à la population ce qui les intéressait et ce qui les intéressait pas, de façon à avoir un magazine qui soit le mieux adapté possible aux besoins de la population. Nous avons fait une étude sur les habitudes de consommation, sur le marché, sur les commerces de proximité pour à la fois comprendre pourquoi nos habitants avaient l'habitude plutôt d'aller dans les supermarchés, etc., et ce qu'on pouvait faire pour les attirer un peu plus dans nos commerces. Nous avons, c'est un bon exemple d'impact budgétaire. Nous avons financé les vélos électriques avant que la région Île-de-France ne le fasse. Bougival est une ville assez vallonnée et pour favoriser le passage de la seconde voiture au vélo, nous avons pensé que financer les vélos électriques pouvait être une bonne décision. Et donc, nous avons lancé une consultation sur les vélos électriques, une consultation qui a été très positive et qui nous a permis de mettre en place cette participation au financement du vélo électrique. Nous avons créé une AMAP et une ferme urbaine. Pour cela, nous avons transformé un ancien terrain de foot en zone de maraîchage. Là aussi, il était important de comprendre quelle était l'appétence de nos habitants face à un projet très innovant, très ambitieux, mais qui évidemment changeait des habitudes, changeait des standards et qu'il était nécessaire de faire valider ou d'abord d'expliquer, parce que on a besoin d'expliquer, mais aussi de faire valider par la population. Et là aussi, les retours étaient extrêmement positifs. Donc, vous voyez, ce sont des moyens qui permettent de valider des intuitions, parfois de les modifier, parce que, par exemple, on avait pensé lancer un bike park dans un parc forestier, puis finalement, on s'est aperçu que il y avait très peu de personnes intéressées pour un investissement très important, et donc ça permettait de bien qualifier la décision et de ne pas se rester sur l'impression qui est souvent donnée parce qu'il y a une ou deux personnes qui sont très activistes sur le sujet et de pouvoir leur dire oui, c'est intéressant, mais pas forcément dans l'intérêt général. Oui.
Oui. Est-ce que dans l'ensemble, pardon, je ne sais pas si ma question est très claire, mais est-ce que les populations donnent des réponses plutôt éthiques? Je pense par exemple, est-ce que vous êtes prêt à payer plus pour avoir plus de bio dans les cantines? La réponse a été oui. Et dans ce cas-là, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui peuvent venir vous dire après, attendez, mais moi, je n'ai pas les moyens d'avoir d'ordinateur, donc j'ai pas pu répondre à cette question et j'ai pas les moyens de payer plus. Alors, oui, on peut avoir ce genre de commentaires. Maintenant, le ticket à la cantine est soumis au quotient familial et les impacts sur les catégories les moins élevées étaient extrêmement faibles. Donc, non, ce qu'on a fait en réalité, c'est qu'on leur a dit, ben voilà, aujourd'hui à la cantine, on a 5 repas. Enfin, on a 5, on a entrée. Oui, voilà. On a entrée, plat de résistance, fromage et dessert. Et on a dit, bah voilà, plutôt que d'avoir quatre plats, on vous propose d'en avoir que entrée, plat de résistance et fromage ou dessert. Et en contrepartie, on augmente le pourcentage de bio dans le. D'accord. Voilà. Et finalement, ça a coûté quelques centimes de plus par ticket de cantine, ce qui était extrêmement faible, et ça a été très très bien accueilli. Donc, vous voyez, ce type d'arbitrage qu'on peut tester, et ça marche très bien. Fabrizio Livigny, justement, on voit bien comment ça marche. Ça peut très bien marcher au niveau d'une ville, peut-être au niveau d'un département, d'une région. C'est-à-dire quand on est face à des problèmes concrets, est-ce que cette démocratie participative, appelons-la comme ça, mais on pourrait la qualifier autrement, enfin, vous voyez ce que je veux dire, elle est aussi... elle est possible aussi au plan national, au plan des grandes décisions politiques, qui sont beaucoup plus éloignées évidemment des citoyens. Bonne question. C'est un grand débat qui traverse à la fois l'arène activiste politique et à la fois l'arène universitaire. Il y a grosso modo 2 écoles, je vais simplifier, mais ceux qui disent que tout le pouvoir est au local et donc il faut partir du local pour pouvoir éventuellement changer aussi le global ou alors se limiter tout simplement au local, et d'autres qui disent qu'il faut d'abord changer le système général, c'est-à-dire la Constitution. En fait, Camille a bien expliqué qu'il y a des limites. Moi, à Barcelone, je le vois aussi, c'est-à-dire que la mairie ne peut pas tout faire, donc parce qu'il y a un cadre plus général qui est celui de la Constitution. Donc, moi, je pense que les deux dynamiques, si je dois donner mon opinion politique, pas seulement de chercheur, je pense que les deux dynamiques sont fondamentales et qu'il faut faire les deux, quoi. Qu'il faut changer de carte constitutionnelle pour pouvoir aussi permettre beaucoup plus de marge de manœuvre aussi au local. Stéphane Wouter, Stéphane Becquin, pardon. Wouter, vous l'utilisez plutôt pour les villes comme Bougival, ou est-ce que vous avez participé déjà à des consultations plus étendues, plus nationales? Alors, l'outil en tant que tel, il n'a pas de limite intrinsèquement que l'audience soit, je sais pas, une petite collectivité, un village de 500 personnes ou qu'on soit sur une strate beaucoup plus grande. On a pu travailler avec des départements, des régions. Et je rebondis aussi au moment du débat national, quel était le terme? Les cahiers de doléances, des gens utilisaient l'outil pour faire remonter les idées citoyennes, par exemple. Donc, non, pour rebondir sur ce que disait Fabrizio, nous, on est avant tout quand même
un outil d'initiative locale, parce qu'on sent aussi que c'est là que ça se passe sur les améliorations, on va dire, concrètes. Hein. C'est ce que, quand on parle de choses très, très, je veux dire, la nouvelle ligne de bus, les projets, ce qu'on appelle l'urbanisme, la cantine, concerté à l'heure actuelle, et les projets d'aménagement, on sent, dès que les gens sont impliqués, petit à petit, on a, parce que c'est un chemin, on va dire, la participation citoyenne. C'est pas parce que vous avez un outil que du jour au lendemain, les gens se mettent à participer. On les a habitués culturellement à ne pas participer. Donc, pour qu'ils redeviennent un peu acteurs, ça prend du temps. Et l'angle local, c'est-à-dire je vais m'investir sur ce qui me concerne, sur ce qui est très tangible et concret, évidemment est plus simple pour mobiliser. Après, bien sûr, ouais. Je veux dire, ça reste un outil de concertation digitale. Demain, on pourrait poser, voilà, on va de l'idéation à la concertation, à la votation. On peut poser une question à n'importe quelle strate d'échelle. Oui, c'est par exemple, je sais pas, je dis, est-ce que vous voulez passer au système d'élection à la proportionnelle? Vous pouvez le faire. Oui, vous pourriez faire une consultation. Théoriquement. Théoriquement, on peut le faire. Après, nous, on va dire notre. Mais c'est pas votre à l'heure actuelle. Non, mais aujourd'hui, on l'a créé pour faire que chaque citoyen s'investisse dans la politique publique qui le concerne. Voilà. Luc Vatel, justement, est-ce que vous pensez que la ville, c'est la géographie idéale, justement, pour cette nouvelle forme de démocratie? Ah oui, tout à fait. D'abord parce que c'est l'intérêt qui prime. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit bien que les habitants ont de plus en plus envie de s'impliquer dans la vie locale. Et avec la Covid, on sent très très bien cette présence plus forte des habitants, d'abord parce qu'ils sont chez eux, et comme ils sont chez eux, ils découvrent, c'est assez incroyable de dire ça, mais ils découvrent leur environnement. On est en région parisienne sur le mode du métro boulot dodo et finalement sur le mode de la ville dortoir. Et la réalité, c'est que maintenant, en un an, on a vu beaucoup plus de gens s'intéresser à ce qui se passait autour de chez eux, à s'intéresser finalement aux modalités de fonctionnement de la ville. Et donc, de commencer à vouloir s'impliquer dans la ville, pas nécessairement sous forme d'élus, etc., parce que c'est souvent plus complexe, c'est prenant, etc., mais s'impliquer de façon plus présente sur tous les sujets. Stéphane parlait d'urbanisme, oui, sur l'urbanisme, on a besoin d'avoir de la concertation, du dialogue. Sur les transports, on a besoin d'avoir de la concertation, du dialogue. Sur l'éclairage public, on parle beaucoup de fermer l'éclairage public pendant la nuit. Là aussi, ça fait partie de ces questions qui, de plus en plus, vont intéresser les gens. On est en train de mettre en place la tarification incitative des déchets, ce qui nous amène à parler beaucoup de cette question qui est très importante de la production de déchets. Et à travers l'outil Vouter, on a pu consulter un certain nombre de personnes, les amener à réfléchir sur leur production de déchets et à sortir de ces paradigmes qui sont extrêmement bloquants pour le citoyen lambda, qui est tout ça, ça m'est donné, je ne m'y intéresse pas et l'intendant suivra. Mais aujourd'hui, il faut qu'on arrive à changer cette approche pour que tout le monde comprenne que la gestion des déchets, ça fait partie de la vie citoyenne, ça fait partie d'une vie publique qui certes est organisée, structurée par les collectivités, mais à laquelle chacun peut participer par son action. Vous voyez, il y a une énorme évolution
en tout cas, moi, je la sens en tant que maire. Il y a une énorme évolution en un an de pandémie vers ce que je pense être un progrès, à savoir beaucoup plus d'intérêt du citoyen sur le local. Et donc, du coup, effectivement, ce que disait Fabricio, partir du local, c'est créer une base d'envie de s'impliquer, d'envie de participer, et petit à petit, derrière, au fur et à mesure de la compréhension du système politique actuel, hein, la répartition des compétences, qui a cette compétence, je vais m'impliquer, etc. Vous voyez, on peut ensuite aller vers les strates supérieures. Et Camille Noriot, justement, alors, votre livre porte sur la démocratie participative locale, mais on voit naître toutes ces commissions, les conventions citoyennes sur le climat, il y en a une sur la vaccination. Là encore, le cadre juridique est assez flou. Les décisions que prennent ces conventions, alors politiquement, on est peut-être obligé de les appliquer, mais juridiquement, il n'y a pas d'obligation. Effectivement, juridiquement, il n'y a pas d'obligation. Et d'ailleurs, mettre en place une obligation, ce serait contraire au fameux principe général dont on a parlé tout à l'heure. Après, je pense qu'il faut nuancer la différence entre le caractère contraignant juridiquement et puis l'engagement politique. Parce que dès lors qu'une personne élue met en place un dispositif participatif, ça envoie mécaniquement un message selon lequel on est prêt à recevoir des propositions et même des contestations. Donc à ce moment-là, il est difficile de ne pas tenir compte du tout de ce qui a été dit. Mais je pense au final que ce qui est important pour résoudre un peu cette contradiction apparente entre le caractère juridiquement contraignant et l'engagement politique, c'est de clarifier finalement le contrat qui est passé entre les personnes élues et les citoyennes et les citoyens. C'est-à-dire que les personnes élues qui mettent un sujet, un projet à la discussion, identifient clairement les points sur lesquels ils sont prêts à entendre, à modifier, à faire des amendements au projet, et les points sur lesquels il n'y aura a priori pas de changement possible, pas de négociation possible. Je pense qu'à partir du moment où cela est clarifié, on arrive à un contrat et tout le monde sait dans quoi il se lance. Et on peut arriver à un résultat productif et qui ne crée pas de frustration. Oui. C'est vrai que généralement, quand on fait une convention citoyenne, le président de la République dit toujours « je prendrai toutes les mesures que vous proposerez » et puis après, on en rejette quand même quelques-unes. Fabrice Olivigny et peut-être Stéphane Bequin, justement, vous aviez un peu répondu à cette question, Fabrizio, mais je la repose quand même. Est-ce que finalement, ces nouvelles formes de démocratie, ces civic tech, là, comme on les appelle, c'est une démocratie augmentée par la technologie, ou est-ce que c'est une création des nouvelles technologies ? Qu'est-ce que vous entendez par création de nouvelles technologies ? Est-ce qu'au fond, c'est les nouvelles technologies qui nous amènent à réfléchir autrement la démocratie ? Ah, ok. Non, je pense qu'il y a dans l'histoire énormément d'exemples de moments où l'on demande plus de démocratie. Enfin, la Révolution française, on en a eu pas mal. Et dans le passé récent, je dirais qu'il y a grosso modo 3 moments peut-être. Disons, ou plutôt 2 grands moments, on va dire, entre les années 70 et puis le basculement après la crise de 2008, dans laquelle, c'est une vague qui a commencé après la crise de 2008, dans laquelle on se trouve encore. Moi, j'ai envie de rajouter tout ce qui a été dit et pour reprendre la première chose sur laquelle Camille avait parfaitement expliqué la différence entre démocratie directe, participative, etc. J'ai envie de rajouter un petit outil conceptuel pour ceux qui nous écoutent. Il y a en sciences politiques quelque chose qui s'appelle l'échelle d'Arnstein, qui est en fait une échelle qui avec 7 niveaux que je vais pas dire, mais on va dire ça va de la
de la simple information citoyenne, c'est-à-dire les pouvoirs tout simplement font un effort pour informer, convoquer les citoyens pour les informer de leurs décisions en cours, etc., jusqu'à la codécision, en passant par la consultation. Et donc, par exemple, cette expérience magnifique, de mon point de vue, de la Convention citoyenne pour le climat, magnifique pourquoi? Parce que d'un point de vue délibératif, je pense que c'est vraiment réussi. Mais le grand défaut de cette expérience, c'est que le niveau de la codécision est totalement absent. Parce que justement, comme vous l'avez remarqué, après, le gouvernement a soit rejeté au début être 3 jokers et finalement c'était je ne sais pas combien, et les choses qui ont été retenues, en fait, elles ont été totalement édulcorées. C'est parce que on se limite, et c'est pour ça, je veux conclure avec ça, c'est que le terme de participation, parfois ça fait tilter des personnes parce que il faut distinguer, moi j'aurais envie de dire, entre un sens strict et un sens plus vaste de participation, parce que si au sens strict on entend la simple pure consultation ou délibération, évidemment oui, ok, on peut demander l'avis des citoyens et puis rien faire de ça. Mais si on a un sens plus élargi et fort de participation, alors à ces moments-là, il faut avoir à la fois la délibération, mais aussi la démocratie directe. Les deux choses vont ensemble. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire, les deux choses ne doivent jamais être séparées parce que l'une corrige l'autre en quelque sorte. Parce que, par exemple, le référendum... J'ai oublié de vous interrompre, pardon, parce que le temps... Mais c'est passionnant. On aura l'occasion, je pense, de reprendre ce débat parce que après tout le vieux rêve de l'agora grecque, de la vraie démocratie directe remise grâce à la technologie dans nos sociétés, c'est un rêve qui peut exister. Merci infiniment à tous les quatre. Merci Luc Vatel, merci Stéphane Béquin, merci Fabrizio Livigny et merci Camille Moriot. Donc, je rappelle le titre de votre livre, c'est le guide pratique de la démocratie participative locale, et c'est chez Berger-Levroux. Merci infiniment et à très vite pour un nouveau numéro de PAF. Merci à vous, au revoir. Au revoir.